bonjour à tous. Donc, ceux qui ne se sont pas servis, je vais vous servir avant de vous installer. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter les résultats de travaux de recherche, donc intitulé Innovation, productivité et commerce international des PME manufacturières québécoises. Je vais essayer de faire une histoire courte avec un projet qui a été long, mais je vais essayer une histoire courte. Moi-même, Alphonse et Patrice, donc, qui étions en charge de ce projet. Donc, Patrice qui est maintenant à l'Université d'Abitibi et Alphonse, comme moi, à l'Université Laval et tous les deux chercheurs Cyrano. Donc, c'est un projet qui a été financé dans le cadre du Cyrano. Et ceux qui suivent l'actualité savent que dès qu'on parle d'économie Québec, ou même Canada, on parle de productivité. Parce qu'on s'entend pour dire que la plupart des économistes, que parmi les pays de l'OCDE, les 7, donc le Canada a une des productivités les plus faibles et le Québec encore plus faible à l'intérieur du Canada. Donc, c'est un enjeu qui est très important, la question de productivité. Et ça va impliquer nos performances des entreprises ici, mais également sur les marchés à l'exportation pour celles qui exportent. Et donc, les autorités politiques et du milieu des affaires ont tendance à considérer que si on n'augmente pas notre productivité, donc, on aurait des reculs économiques, je vais dire ça comme ça. L'idée de ce projet, qui a germé en 2018 ou 2019, donc ça fait 5 ans, c'est pour ça que j'ai dit, je vais essayer de faire une histoire courte avec quelque chose qui a été long. Donc, sauf qu'on utilise des données d'entreprise. Donc, qui viennent donc des fichiers fiscaux que ces entreprises remplissent. Du coup, on a vraiment des règles de confidentialité des données qui sont à respecter. Donc, il fallait passer par ces règles de confidentialité des données pour avoir accès à des données avec Statistique Canada. Les démarches ont duré 1 année et demie à peu près, parce que quand il y a eu la pandémie, ils ont dû s'ajuster. Donc, ça a été long avant que le projet ne se mette en branle. Et là, on a donc achevé le projet, on a déposé le rapport et donc on va vous présenter les principaux résultats aujourd'hui. Diapositive suivante. Et donc, en gros, le plan de la présentation, donc, on va discuter de cette question, cette triptyque-là, puisque c'est ça le cœur, finalement, du projet de recherche, innovation, productivité, exportation. Ensuite, notre intérêt pour les PME manufacturières, donc l'importance du sujet d'étude, les approches méthodologiques, nos résultats, nos conclusions et bien sûr, par la suite, nous répondrons aux questions. Nous sommes répartis le travail, avec moi qui travaille moins que les autres. Donc, Patrice va présenter les 2 premiers points. Ensuite, Alphonse va embarquer sur les 2 autres. Et puis moi, je vais revenir pour quelques résultats en commerce international et puis la conclusion de la présentation. Donc, je laisse la parole à Patrice. Donc, vous pouvez interrompre pour poser vos questions. Pas pour discuter là, mais pour poser des questions de précision. Donc, vous pouvez interrompre à tout moment la présentation. Merci beaucoup, Lothar. Avant de rentrer dans le vif de la présentation, il me semble important de clarifier trois concepts que nous avons utilisés dans le cadre de cette recherche. Le premier concept, il est relatif à la notion de productivité totale des facteurs. Nous sommes habitués à analyser la productivité partielle, que ce soit pour le capital, le travail, qui mesure la contribution de ce facteur-là à la production totale de l'entreprise. Mais dans le cadre de cette étude, nous avons mis l'accent sur la productivité totale des facteurs, qui est un indicateur qui va mesurer la contribution de l'ensemble des facteurs utilisés, que ce soit les facteurs fixes, les facteurs variables, à la contribution totale de la productivité de l'entreprise. Donc, cette notion de productivité totale des facteurs va permettre de démêler les contributions de chacun des facteurs, y compris l'innovation et les changements technologiques. Deuxième concept, il est relatif à la notion d'investissement en recherche et développement et en technologie de l'information et de la communication.
qui va permettre à l'entreprise à la fois d'améliorer ses procédés de production, sa manière d'organiser ses activités en interne, mais aussi sa manière de mettre en marché ces différents produits-là. Une entreprise peut décider de faire de la recherche-développement par elle-même, ou bien comme l'entreprise peut décider de sous-traiter cette activité de recherche-développement avec une autre entreprise. L'investissement en recherche, développement et en technologie de l'information et de la communication va permettre à l'entreprise de faire face à la concurrence qui existe sur le marché. Troisième concept, c'est le concept de commerce international. Et comme tout le monde le sait, c'est un concept qui mobilise, qui va combiner le volume d'exportation, mais aussi le nombre de destinations qu'utilise une entreprise pour ses différents produits. Et lorsque l'entreprise décide de participer au commerce international, on est d'accord que cette entreprise est exposée à de la concurrence internationale et une manière de s'adapter, de faire face à cette concurrence-là, passe par un processus d'innovation qu'il va mettre en place. Donc, dans la littérature économique, il y a beaucoup d'éléments là qui met en synergie la notion d'innovation, la productivité et le commerce international. Et à travers ce processus, des entreprises vont essayer de sélectionner sur les marchés. Les entreprises performantes iront sur le marché. Et les effets d'une politique de libération va dépendre de comment l'entreprise va essayer d'articuler ces trois éléments-là en son sein. Et dans la littérature, il y a pas de consensus au niveau du sens de la causalité entre ces trois éléments. En ce qui concerne le lien entre innovation et productivité, certains auteurs pensent que c'est l'innovation qui va amener les entreprises à accroître leur productivité et d'autres pensent aussi qu'une entreprise qui accroît ses productivités forcément mène une activité intense d'innovation. Entre productivité et commerce, c'est le même débat. Certains auteurs pensent que c'est l'amélioration de la productivité qui va permettre aux entreprises de participer au commerce international et que les entreprises qui participent au commerce international ont une meilleure productivité comparée aux entreprises qui ne participent pas aux entreprises non exportatrices. Entre innovation et commerce international, le sens de la causalité, il est le même. D'autres auteurs vont penser que c'est la participation au commerce international à travers le processus d'apprentissage qui va amener les entreprises à mener une activité intense d'innovation et vice-versa. Donc, le commerce international des biens et services est important pour l'économie du Québec. Et ces exportations-là génèrent environ 27% des emplois totaux pour le Québec. Les statistiques montrent que de 2015 à 2022, que ce soit pour les exportations totales, les exportations vers les marchés internationaux, les exportations vers les autres provinces du Québec, nous avons constaté une progression, une croissance d'année en année, sauf en 2020. On sait que l'année 2020 a été caractérisée par la pandémie et nous avons constaté un recul d'activité d'exportation pour les entreprises, que ce soit pour les exportations vers les marchés internationaux, mais aussi les exportations vers les autres provinces du Québec. En 2022, les exportations totales ont atteint un niveau de 176 milliards de dollars, alors que les exportations vers les marchés internationaux ont atteint environ 126 milliards de dollars pour l'économie du Québec. Alors, il faut dire qu'il y a 42% des entreprises exportatrices qui relèvent du domaine du secteur manufacturier. Et quand on voit l'évolution du nombre d'entreprises manufacturières au Québec, on constate que ce secteur-là, il est dominé par les petites et moyennes entreprises. Et quand je parle de petites entreprises, selon la définition de Statistique Canada, c'est des entreprises qui emploient entre 5 et 99 employés, alors que les moyennes d'entreprises, c'est les entreprises qui emploient entre 100 et 499 employés.
Et donc, le secteur manufacturier du Québec, il est dominé essentiellement à 98% par les petites et moyennes entreprises qui génèrent environ 85% des emplois du secteur privé. Et quand on voit la tendance, on constate qu'il y a une diminution du nombre d'entreprises au cours de ces dernières années et qui nous permet d'atteindre environ 13 000 entreprises au cours de ces dernières années-là. Cette diminution du nombre d'entreprises s'est accompagnée d'une baisse de la productivité, que ce soit la productivité du travail, mais aussi la productivité totale des facteurs. Quand on compare les données pour le Québec, l'Ontario et le Canada, on constate qu'entre 1997 et 2007, alors, le taux de croissance annuel de la productivité du travail était beaucoup plus élevé au Québec comparativement à l'Ontario et pour le reste du Canada, alors que de 2007 à 2015, on a constaté une baisse de la croissance au niveau du Québec comparé aux autres, à l'Ontario et au reste du Canada. Et cette baisse-là s'est poursuivie durant la dernière période, notamment entre 2015 et 2022. En ce qui concerne la production totale des facteurs de production, même tendance, avec un décrochage net du Québec par rapport à l'Ontario. Et la baisse, l'écart s'est beaucoup accentué en ce qui concerne la production totale du facteur entre 2010 et 2021, où la croissance annuelle était de 0,14 au Québec comparé à 1,05 pour l'Ontario. Donc, l'écart s'est accru. Et nous sommes allés regarder les dépenses en investissement des entreprises du secteur manufacturier et on constate que à partir de 2009, que la part des investissements en pourcentage du PIB pour le Québec est relativement beaucoup plus importante pour le Québec comparé à l'Ontario, au reste du Canada. Et vers les dernières années là, donc il y a une augmentation relativement plus faible au Québec comparé au reste du Canada. Alors, même constat pour les dépenses en recherche et développement, en pourcentage du PIB. Nous avons constaté qu'entre 2002 et 2006, alors, le Québec est resté stable. Et donc, cette part-là est restée autour de 2,5, alors qu'à partir de 2026, là, il y a une chute là, qui a continué jusqu'en 2021 et qui montre justement que les entreprises du Québec, les entreprises manufacturières du Québec investissent moins en recherche et développement comparé à l'Ontario et puis au reste du Canada et comparativement aux États-Unis. Cette baisse de la productivité associée à une baisse des dépenses en recherche et développement interpelle les acteurs de l'industrie, mais aussi les décideurs politiques. En plus de ça, nous avons constaté que durant la période de la COVID, une baisse de pénurie de la main-d'œuvre dans le secteur manufacturier et qui a interpellé les décideurs politiques et les a amenés justement à élaborer différentes politiques d'accompagnement de l'industrie compte tenu du poids économique du secteur manufacturier pour l'économie du Québec. Et donc, on est d'accord que l'industrie manufacturière du Québec a tout un défi à relever, que ce soit en termes d'innovation, en termes d'investissement, en termes de technologie et aussi en termes de rétention de la main-d'œuvre au niveau de son secteur manufacturier. Alors, ces différents enjeux nous ont amenés justement à se poser la question, à définir l'objectif général de notre étude qui cherche à quantifier les interrelations entre les décisions d'exporter, d'investissement en recherche et développement en technologie de l'information et de la communication, puis des gains de productivité pour comprendre les effets à long terme de la compétitivité des PME manufacturières québécoises. On s'est fixé deux objectifs spécifiques. Le premier objectif consiste à examiner l'impact des investissements en recherche et développement et en technologie de l'information et de la communication sur les changements structurels d'utilisation des intrants, des coûts et des gains de productivité totale des facteurs des PME manufacturières québécoises. Et deuxièmement, d'évaluer l'effet des gains de productivité générés par l'investissement dans le capital technologique sur la destination et le volume des exportations de ces PME manufacturières du Québec. Alphonse, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Patrice. En fait, pour atteindre ces deux objectifs spécifiques, nous allons commencer par le premier objectif où nous devons estimer
les gains de productivité totale des facteurs en termes de croissance. Et dans la littérature, il existe plusieurs approches d'analyse des gains de productivité. Or, compte tenu du fait que nous, on doit aller quantifier les effets structurels des changements dans la recherche, développement et en technologie de l'information sur les gains de productivité, nous avons adopté l'approche économétrique en utilisant la fonction générale de coût de production, donc de Leontief, qui, donc, dans sa forme généralisée, est sous cette forme. Donc, le Y pour nous, c'est l'output, c'est-à-dire le revenu total des entreprises, et le T, c'est l'horizon de temps. Et nous avons alors 4 types d'intrants fixes, dont nous avons les investissements nets. Donc, lorsqu'on parle d'investissement, comme on a un panel d'État sur longue période, on a calculé les investissements nets d'une année à une autre. Donc, c'est les investissements nets dans les intrants qui sont les ISCA et ministères, et qui sont les investissements nets en recherche, développement, en technologie de l'information et des communications, les investissements nets en bâtiment, parce que beaucoup de ces entreprises renouvellent leur stock de bâtiments pour pouvoir mieux s'adapter aux conditions locales. Et après, on a les autres équipements, les investissements nets sur les autres équipements. L'une des spécificités de la fonction généralisée de l'ETF, c'est d'avoir aussi les prix liés aux intrants variables. Donc, on a quantifié les prix des 3 états variables dans notre fonctionnement, dans notre fonction généralisée, c'est-à-dire la main-d'œuvre, parce que c'est un enjeu important pour nous dans la caractéristique de la fonction de coût. Et aussi l'énergie, les coûts de l'énergie qui constituent un enjeu important pour les PME manufacturières. Et on a les autres intrants intermédiaires, tels que les dépenses de salaire, et ainsi de suite, autres que les dépenses de salaire qui sont liées aux dépenses en recherche et développement. Et plus généralement encore, on doit contrôler les effets d'endogénéité. Donc, on a des arguments qui sont les lags et les outputs. Il faut dire que l'avantage de la fonction de Leontief, c'est que ça peut nous permettre d'avoir 2 effets combinés au même moment. C'est-à-dire qu'on a l'output qui est linéairement lié aux intrants variables. Ici, ça montre que de façon spécifique, lorsqu'on augmente, par exemple, l'utilisation de nos intrants, on s'attend à une croissance de l'utilisation de l'output. Donc, on a cet effet linéaire de Y qui multiplie le prix et puis les arguments de nos variables. L'autre effet combiné qu'on a, qui est le deuxième effet combiné, c'est la manière dont le Y va multiplier les interactions. Vous allez voir que le Y est sous forme carrée. C'est pour caractériser le taux marginal, pour montrer qu'on a une fonction qui sera concave, c'est-à-dire qu'on aura l'économie d'échelle qui sera décroissante à des moments donnés pour pouvoir mieux caractériser leur fonction de coût. Ça fait partie des conditions qu'on va tester plus tard aussi. Alors, donc, de façon spécifique, lorsqu'on a cette fonction généralisée, pour mieux l'estimer, il faut passer par plusieurs équations. Donc, en sus, ce qu'on va avoir au total, on a 7 intrants. Donc, on va avoir 7 équations. Donc, pour les intrants variables, on va caractériser les demandes marshaliennes, c'est-à-dire les demandes conditionnelles des 3 facteurs variables, c'est-à-dire on aura les demandes en investissement au niveau de la main-d'œuvre, en énergie et en biens intermédiaires. Donc, on va utiliser notre système d'équation pour pouvoir aller déterminer ces demandes. Après ça, on va utiliser l'expression de l'air pour pouvoir mieux identifier les prix implicites de nos 4 facteurs, parce qu'on n'observe pas directement ces prix sur le marché. Donc, on va aller déterminer les prix implicites de nos 4 facteurs, c'est-à-dire les prix implicites en recherche et développement, en technologie de l'information, en bâtiment et autres équipements. Sans aller plus en détail, en fait, ce qu'on a fait, on a utilisé alors la méthode de régression des moyennes carrées ordinaires à 3 étapes, parce que ça va nous permettre d'intégrer les variables instrumentales pour pouvoir contrôler les effets d'ajustement des coûts et de l'output, parce qu'on s'attend que lorsque une firme augmente son niveau de coût en intrant, on s'attend qu'automatiquement son niveau d'output va augmenter. Donc, ces effets de causalité inverse, il faut contrôler ça dans notre régression. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser la méthode de régression à 3 étapes associée avec les variables instrumentales. Et en expose, pour pouvoir mieux caractériser notre estimation, on doit aller regarder les 3 conditions de régularité pour pouvoir voir si notre fonction se comporte mieux par rapport à notre film. Donc, on est allé tester en expose, par exemple, la condition de régularité de positivité, c'est-à-dire qu'on va voir est-ce que nos coûts estimés à la fin sont des coûts positifs
ou à chaque niveau d'observation, donc on n'a pas de coûts négatifs. Et la deuxième condition de régularité, c'est la monotonicité, c'est-à-dire on va aller voir ce que nos demandes implicites, c'est-à-dire nos demandes conditionnelles de nos trois facteurs variables ne sont pas négatifs, c'est-à-dire sont tous positifs à chaque niveau d'observation de nos films. Et la condition, qui est la troisième condition de concavité, ça, nous, on va tester ça en utilisant notre matrice SCN pour voir si notre matrice SCN est semi-neutre et négative, c'est-à-dire quoi? On va aller regarder si les valeurs propres sont proches de 0 ou bien si la valeur propre maximale est égale à 0 ou bien s'il y a des valeurs quand même très, très faibles ou une des valeurs propres est au moins négative. Alors, voilà de façon plus détaillée ce qu'on a fait pour la première étape d'estimation de la croissance de la productivité totale des facteurs. Après ça, maintenant, pour le deuxième objectif, l'auteur va aller en détail, plus en détail. Généralement, donc, notre objectif ici, c'est de voir quel est l'effet de la croissance de la productivité totale des facteurs qu'on a estimé en première étape sur la capacité d'exportation de nos films, surtout les films américains, parce que dans les États américains, donc, on a utilisé la marge extensive qui prend en compte ou soit le nombre de destinations, ou soit le nombre de lignes et tarifaires, que ce soit des flux nuls ou bien des flux non nuls ou bien totaux. Après, l'autre façon d'approcher cette question, c'est la marge intensive qui s'intéresse au volume d'exportation de ces PME. Et ces dernières années, la méthode la plus consensuelle au niveau des spécialistes en commerce international qui règle tous les problèmes d'endogénéité, et parce que, comme Patrice l'a montré dans la relation triptyque, il peut y avoir une relation de causalité inverse entre productivité et commerce international. Donc, la méthode de maximum de vraisemblance de Poisson a été appliquée alors pour pouvoir tenir compte de ces enjeux d'endogénéité. Alors, voilà ce qu'on a fait de façon un peu plus précise. Et lorsqu'on s'intéresse à nos entreprises, on est allé regarder les entreprises pour pouvoir mieux identifier nos entreprises. On a pris au total 20 entreprises, c'est-à-dire on est allé regarder dans le code du système canadien et américain de classification des entreprises à 4 chiffres. C'est-à-dire on a pris les classes de 31 à 33, dont on a pris toutes les entreprises. Et ce qui est intéressant ici de voir, c'est de voir qu'on couvre toutes nos entreprises, et que ce soit les entreprises de fabrication d'aliments, donc agroalimentaires, ou bien les entreprises d'activités de fabrication, de transport, d'énergie, ainsi de suite. Donc, les 80% de contributions sont bien représentées dans notre base de données. L'autre chose qu'on veut vous montrer ici, c'est comment nos données sont avec les restrictions sur les données. On n'a pas pu sortir toutes les statistiques, mais si on voit déjà la valeur annuelle d'exploitation de nos entreprises dans la base de données, on est au total autour d'environ 19 000 $ chaque année d'exploitation que ces entreprises ont, avec une valeur totale annuelle de production qui avoisine 20 millions. L'autre enjeu important pour les PME manufacturières ici, c'est l'âge des entreprises, où on voit que l'âge des entreprises est autour de 27 ans en moyenne, ce qui montre ce qu'on voit actuellement, c'est-à-dire le défi générationnel qui se pose pour ces entreprises, parce que ces entreprises sont de plus en plus vieillissantes et les dirigeants sont déjà la plupart du temps dans leur troisième âge, ce qui fait que ça pose des enjeux de recherche, développement, d'investissement en innovation pour se renouveler, s'adapter au marché et aux conditions locales de compétitivité. Alors, on a fait un peu un ramassis pour dire qu'est-ce que la littérature nous montre déjà en termes de visant sur ces analyses-là. Par exemple, si vous voyez, déjà en 1999, on montre déjà que dans le secteur agroalimentaire, déjà, les firmes canadiennes sont déjà en dessous de leur homologue américaine en termes de productivité. Et cet écart-là est dû vraiment à l'écart technologique qui existe entre les firmes des deux pays. Et depuis déjà 1995 aussi, Morrison déjà a montré qu'aux États-Unis, il y a l'investissement dans les innovations vraiment amoindrit les coûts de production à long terme des entreprises, ce qui fait que ces entreprises s'adaptent plus vite aux conditions technologiques et à l'innovation. Et on montre aussi que la croissance de la productivité dans l'industrie
de fabrication, donc dans les PME manufacturières, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Et que pour cette croissance peut provenir, ou soit du changement technique, c'est-à-dire qu'au fil des ans, les entreprises s'adaptent aux conditions techniques de production, mais aussi à la croissance de la productivité qui concerne l'enjeu qu'on a regardé, c'est-à-dire lorsqu'on parle de la croissance de la productivité, on a en même temps les économies d'échelle, c'est-à-dire comment les entreprises s'ajustent à leur coût de production et les ajustements aussi par rapport aux intrants quasi fixes, donc à la recherche, développement et en information technologique. L'autre chose qu'on est allé ramasser aussi, c'est de dire de façon plus spécifique qu'est-ce qui se passe au Canada par rapport aux PME canadiennes. On a vu que Badri et ses collègues ont déjà indiqué que l'innovation qui est associée à la recherche et développement est un facteur clé qui accroît la probabilité des entreprises manufacturières à bien pénétrer les marchés d'exportation et aussi que l'innovation est vraiment une stratégie qui permet aux entreprises dans les pays, par exemple de l'Europe de l'Est, de faire face à la concurrence et à la compétition sur les marchés domestiques et internationaux. Donc voilà un peu ramasser ce que la littérature nous montre en termes de visant. Et lorsqu'on parcourt tous ces aspects, on voit qu'il y a vraiment une question d'existence d'endogénéité qui est entre innovation, exportation et productivité, d'où encore l'intérêt de cette recherche pour montrer que est-ce que les entreprises canadiennes québécoises s'ajustent à ces différents enjeux. Donc, je vais présenter un peu rapidement nos résultats empiriques qu'on a formulés en termes de propositions. Et la première proposition, c'est de dire que les demandes implicites en investissement et en recherche et développement, par exemple des PME manufacturières, sont faibles et ont des effets, par exemple, de substitution et de complémentarité avec les états variables. Le premier résultat qui est intéressant lorsqu'on s'articule autour de la recherche et développement, c'est qu'on voit que les deux périodes de 2006 à 2011 et de 2012 à 2018 sont vraiment caractérisées par une baisse de la demande en investissement dans la recherche et développement, c'est-à-dire que ces deux périodes-là, les entreprises vraiment investissent très peu dans la recherche et développement. Et le facteur explicatif le plus important à partir de notre prix relatif, c'est de montrer que c'est la hausse des prix relatifs qui est vraiment l'enjeu important, c'est-à-dire le prix, ce que coûte aux entreprises l'investissement en recherche est vraiment plus grand que le coût marginal qu'ils vont obtenir. Et ceci s'explique aussi par le fait qu'on a vu que quand même les entreprises québécoises et manufacturières, pendant la période de 2005, qui était une période de grande transition technologique, se sont vraiment adaptées à l'innovation et investir davantage parce que les coûts des innovations étaient vraiment abordables et le coût marginal que les entreprises obtenaient était vraiment plus élevé, ce qui fait qu'on a obtenu une adaptation à l'innovation pendant cette période. Mais ça s'est estompé, ça s'est arrêté déjà à partir de 2006. Et l'autre chose, lorsqu'on s'intéresse aux TIC, c'est que le résultat montre qu'il y a vraiment une grande fluctuation par rapport aux augmentations. Par exemple, on a eu une augmentation en 2006 et 2012, mais déjà à partir de 2012 à 2018, maintenant, on a vraiment un comportement de désinvestissement des entreprises dans les TIC. Or, on sait que le Québec, quand même, est un hub technologique dans le marché nord-américain, mais le facteur important, c'est que les coûts d'ajustement sont élevés pour les entreprises, c'est-à-dire pouvoir transformer tous leurs procédés de production à intégrer, par exemple, les robots et autres, deviennent des coûts d'ajustement plus importants pour ces entreprises. Donc, voilà ce qui ressort de notre recherche par rapport à la première proposition. Mais l'autre effet qu'on a obtenu aussi sur les TIC, c'est qu'on a vu que, par exemple, il y a un effet de complément et de substitution entre l'investissement dans les TIC et dans la main-d'œuvre, ce qui montre que le débat ancien entre libéralisme et socialisme, c'est que l'innovation va faire en sorte que la main-d'œuvre soit moins intensive dans le marché, dans le secteur manufacturier, mais on sait que cette main-d'œuvre sera libérée pour aller dans d'autres secteurs qui en ont besoin plus largement, dont le libéralisme de Schumpeter rentre en jeu. Alors, lorsqu'on vient vers la deuxième proposition, c'est qu'on a vu que les PME québécois sont caractérisés vraiment par une baisse, une faible croissance de la productivité
et que les investissements en recherche, développement et éthique n'induisent pas nécessairement une croissance. Je vais prendre une gorgée d'abord. Au fait, ce tableau, ce qui est important de voir dans ce tableau, c'est à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est lorsqu'on regarde la période de 2001 à 2018, c'est qu'on voit que, par exemple, l'effet d'économie d'échelle est vraiment décroissant et négatif. Donc, on voit clairement que par rapport aux résultats qui sont obtenus par Baldwin et autres, vraiment, on a au Québec une baisse, un effet de déséconomie d'échelle, donc ce qui montre que les coûts de production sont plus élevés par leur optimum où ces entreprises doivent être. Et par contre, on voit que déjà, à partir de 2012 jusqu'à 2018, on a un effet d'économie d'échelle croissant, c'est-à-dire que ces entreprises commencent par de plus en plus à s'ajuster par rapport au marché. Ce qui fait qu'on a obtenu, peut-être, il y a un effet d'exit, c'est-à-dire du marché, parce que si vous vous rappelez de la courbe de Patrice, on a une baisse considérable du nombre d'entreprises dans le secteur. Peut-être les effets de l'économie d'échelle font qu'à long terme, beaucoup d'entreprises sont en train de quitter le marché parce que c'est le plus profitable. Le deuxième point sur ce tableau, c'est la croissance de la productivité, où on voit réellement qu'il y a une baisse considérable du taux de croissance de la productivité pendant la période de 2001 à 2018. Et cette baisse s'accentue déjà de plus en plus, même si au départ, au moment de la grande transition technologique, nos entreprises n'étaient pas déjà habilitées par une grande productivité de travail. Mais ces dernières années, on a noté une relative croissance, mais très, très, très significative de la productivité totale des facteurs. Pour finir avec ce tableau, c'est la dernière colonne qui montre quand même que le taux de croissance de la productivité, lorsqu'on intègre juste les coûts de production, ça ressemble réellement à ce qu'on a vu sur les économies d'échelle. C'est-à-dire qu'on voit que réellement, la productivité des coûts de production est faible par rapport à leur coût marginal. Est plus élevé par rapport à leur coût marginal. Mais de plus en plus maintenant, par exemple, pour la dernière période, on a quand même une croissance de la productivité, même si elle reste faible par rapport aux années antérieures de bas. Ce qui fait que ce coefficient est inférieur à 1. Et le deuxième résultat pour cette deuxième proposition, c'est d'abord de voir le taux de croissance, par exemple, en recherche, développement et information technologique. On voit que pour toute la période, et ce taux de croissance des investissements nets en recherche, développement et en information technologique est très faible. En recherche, développement et technologie, on a un taux de croissance d'environ 7,1% et 2,1% pour la contribution le taux de croissance de l'investissement en technologie de l'information et en communication. Donc, voilà un peu ce que ça montre, même si on voit que dans les années, par exemple, de grande transition, ce taux de croissance était plus élevé. Et pour finir avec la deuxième proposition, c'est de voir quelle est la contribution, ce qui nous intéresse, la contribution de la croissance des intrants et dans la productivité totale des facteurs. Et on va se concentrer juste sur les deux premières colonnes où on a la contribution de la recherche, développement et la contribution de l'investissement technologique de l'information. Et là aussi, on voit que leur contribution est faible, comme dans notre proposition, et cette faiblesse de leur contribution de l'investissement en recherche, développement et en technologie de l'information ne dit pas vraiment une croissance de la productivité. Donc, l'un des enjeux de nos entreprises, c'est comment elles peuvent aller tirer profit de l'investissement et s'adapter maintenant à l'innovation dans ce secteur. Et alors, pour finir, je vais laisser la parole à Lothar pour parler un peu de nos recherches sur les enjeux du commerce international. Donc, c'est ça, la théorie en commerce est claire. Donc, c'est les gains de productivité, en fait, qui vont faire en sorte que les entreprises auront la capacité d'aller sur les marchés internationaux. Donc, d'où l'idée de voir, finalement, lorsqu'on a des gains de productivité, donc au niveau de nos PME manufacturières, qu'est-ce qui se passe sur ces marchés? Et comme Alphonse l'a dit, on a vraiment deux éléments qu'il faut regarder. Nos marges extensives. Donc là, on a choisi 3 mesures différentes. Parce que lorsqu'on regarde les données, on se rend compte que la plupart du temps, ces entreprises vont exporter vers quelques États américains et ceux qui vont plus loin
ce sera quelques pays européens. Donc, le bassin d'États américains ou de pays européens fournis est relativement faible. Donc, l'idée de notre première mesure, c'était de voir s'ils gagnent en productivité, est-ce qu'ils augmentent le nombre de pays qu'ils fournissent ou le nombre d'États ou pays qu'ils fournissent. Donc, c'était notre première mesure. Ensuite, lorsqu'on regardait les données, au niveau de ces entreprises, il y a plusieurs d'entre elles qui avaient plusieurs lignes tarifaires. Donc, on s'est posé la question de savoir, est-ce que lorsqu'ils ont des gains de productivité, plutôt que de se concentrer sur un seul produit, est-ce qu'ils vont exporter plusieurs produits finalement qu'ils fabriquent? Donc, c'était nos deux autres mesures. Donc, par destination, le nombre de lignes tarifaires donc, qui sont exportés, donc le nombre de produits dans les lignes tarifaires qui sont exportés, ou le nombre total par entreprise. Donc, nombre total par entreprise de lignes tarifaires ou nombre de lignes tarifaires par destination. Ben, ça a des implications. Donc, si on regarde les marges extensives, finalement, il n'y a qu'aux États-Unis que, finalement, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle de pas d'effet. Ça veut dire que nos entreprises manufacturières, dès qu'elles vont gagner en productivité, elles vont aller vers d'autres États américains. Pour les autres parties du monde, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle de pas d'effet. Donc, pour aller autre part que dans ces pays de destination qui sont les États américains, il faut que les gains de productivité soient plus élevés. Ensuite, lorsqu'on regarde nos lignes tarifaires, également, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle d'une absence d'impact. Ce qui n'est pas si grave que ça, finalement, puisque tout ce que ça nous dit, c'est qu'au lieu d'exporter, après ce gain de productivité, 3 produits, ils vont rester sur les 2 produits et non pas augmenter le nombre de produits qu'ils exportent. Par contre, donc, ce résultat est beaucoup plus problématique parce que si on regarde l'économie canadienne et québécoise, on s'entend pour dire qu'il est important qu'on puisse diversifier donc, nos destinations en termes d'exportation. Donc, il n'y a qu'aux États-Unis que nos gains de productivité se traduisent par donc, un effet sur nos marges extensives. Sur la marge intensive, donc les volumes qui sont exportés par firme, donc on se rend compte que finalement, lorsqu'on regarde globalement la base de données, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle qu'il n'y a pas d'effet. Donc, nos gains de productivité n'arrivent pas à faire en sorte qu'on exporte des volumes plus importants. Plus encore, mais qui a à mettre en relation avec le premier résultat, aux États-Unis, c'est négatif. Donc, ça veut dire que lorsqu'ils vont vers d'autres destinations américaines, d'autres États américains, finalement, ils réduisent leur quantité vers les autres États qu'ils fournissaient auparavant. Donc, on a des gains en termes de marge extensive vers de nouvelles destinations aux États-Unis, mais ça se traduit par un effet au niveau de la marge intensive qui est négatif. Nous ne sommes pas allés voir l'effet net, c'est quoi. Donc, on n'a pas essayé de voir l'effet net, c'est quoi. Mais on s'entend pour dire que peut-être qu'ils réduisent les volumes là, mais en allant dans d'autres États, peut-être qu'ils ont des valeurs plus élevées au niveau des exportations qui vont vers ces États. Donc, on peut avoir éventuellement un effet net donc, pour l'entreprise qui est positif. Donc, au niveau des marges, donc c'est ce qu'on a trouvé. Et en fait, fondamentalement, ce que ce résultat nous dit, c'est ce que les décideurs politiques et le milieu des affaires disent. Il faut qu'on continue à avoir nos gains en productivité si on veut se diversifier, ce qui est important. Parce que quand le président américain va changer, donc on va se retrouver à nouveau avec la question de notre destination privilégiée des États-Unis qui va se poser à nous. Donc, nos 3 leçons fondamentales, donc pour induire des changements structurels dans l'industrie, donc il faut un accroissement soutenu et une efficacité d'utilisation des investissements à R&D, donc pour bénéficier des effets positifs. C'est un des principaux intrants. Donc, on a vraiment regardé les 2 intrants de l'innovation, R&D et technologie de l'information. Donc, nos 2 intrants de l'innovation,
Donc, il faut qu'on continue à miser là-dessus si on veut se développer à long terme. Donc, la rigidité, je vais y arriver, des entreprises manufacturières provenant de la faible substitution entre le travail et les 4 composantes du capital fixe, donc confère une faible capacité d'adaptation. Dit dans mes mots, en fait, ce qu'Alphonse a dit tout à l'heure, tout ce qu'on a fait en investissant en R&D en TIC, c'est pour réduire la faible productivité des travailleurs. Donc, on n'a pas fait des investissements suffisants pour utiliser la complémentarité entre nos différents intrants. Donc, cette rigidité pose problème et finalement, on a ce problème d'économie d'échelle qu'on avait trouvé également dans une étude précédente sur le secteur bioalimentaire seulement, qui font que même si on a des gains, si nos entreprises n'augmentent pas en taille pour aller exploiter les économies d'échelle, donc l'avantage d'augmentation de la productivité sera limité. Donc, les effets d'économie d'échelle seraient plus importants, donc avec une plus grande expansion des entreprises, donc pour profiter des marchés à l'exportation. Donc, c'est ça qui fait que finalement, lorsqu'on augmente, donc on a une sorte de contrainte de capacité, lorsqu'on augmente nos destinations au niveau des marges extensives, on est obligé de réduire nos volumes qui sont exportés par destination, donc nos marges intensives. Résultat qu'on trouvait également pour le secteur bioalimentaire. Merci bien.